Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2021-08. Des œuvres d'intérêt très variable pour cette lettre mélomane, parmi lesquelles vous découvrirez une symphonie qui, à mon avis, s'inscrit parmi les plus belles du genre. Commençons par Duo Vital Arturo 1901-1954, symphonie pour un anniversaire, datant de 1960. C'est une symphonie pseudo-moderne qui pourrait rappeler vaguement le style de Prokofiev, c'est-à-dire une sorte de badinage désinvolte, mais qui pour moi est dénué de tout pathétisme et même de tout lyrisme. Or, l'œuvre est construite à la manière d'un concerto plutôt que d'une symphonie, puisqu'elle comporte trois mouvements, dont deux mouvements rapides séparés par un mouvement lent. Alors ce mouvement lent ne recèle pas plus de lyrisme que les mouvements qui l'encadrent. C'est un mouvement très monocorde qui alterne les cordes et la clarinette. Rien d'absolument désagréable dans l'ensemble pour cette œuvre, ni sur l'harmonie, ni sur l'instrumentation. Mais à mon avis, c'est une œuvre qui ne provoque pas vraiment l'intérêt, qui ne recherche pas du tout le lyrisme. Nous passons à Gnatali Radames, 1906-1988, une œuvre pour harpe et orchestre, concerto datant de 1957. Alors, c'est une belle œuvre néoclassique dans l'ensemble, mais qui ne me paraît pas exempte de faiblesse. Alors la thématique, c'est une thématique bien perceptible pour les trois mouvements. Néanmoins, je la trouve relativement peu saillante, et en particulier dans le premier mouvement où elle apparaît, il me semble très répétitive. L'orchestre à cordes n'aboutit pas, à mon avis, à créer les effets lyriques qu'il pourrait créer. Il est très rigueux, inexplicablement dissonant, et il ne donne pas toute sa mesure. Alors même dans le deuxième mouvement, où il apparaît tout de même beaucoup plus congruent, plus consonant, et c'est un mouvement qui s'affirme avec notamment des crescendo, et qui affirme un véritable pathétisme. Le soliste, quant à lui, est volubile, mais il ne franchit jamais un certain niveau de virtuosité, il n'aboutit pas à sa plénitude, et on a toujours des passages qui sont relativement neutres, sans intérêt affirmé. On a toujours un sentiment d'inaccomplissement. Alors, le dernier mouvement présente un soliste et un orchestre bien amalgamés dans un rythme qui est très enlevé, notamment donc sur le thème symphonique principal, mais il y a toujours des passages un petit peu vides qui nuisent à l'intérêt de ce mouvement. Donc voilà pour cette œuvre de Gnatali qui présente des qualités et des défauts. Nous passons à un compositeur que nous avons déjà rencontré dans critiquemusicale.com. C'est Herzogenberg Heinrich, 1843-1900, une œuvre pour orchestre, symphonie opus 16, Odysseus, datant de 1872. Alors c'est une œuvre qui m'a très agréablement surpris. Alors, un poème symphonique inattendu de la part de ce compositeur, bien qu'il soit nommé symphonie, et qui va nous révéler une autre dimension, bien supérieure à ce que j'avais pu trouver dans ces symphonies 1 et 2, qui sont des œuvres plutôt pâles et monochromes. Alors peut-être la narrativité qui est propre au sujet lui a permis d'échapper à un certain nombre de poncifs de l'école romantique classique un peu finissante. C'est un compositeur qui ne s'aventurait pas tellement dans les terres musicales inconnues,
Et ici, donc, nous avons un certain nombre de nouveautés qui s'inscrivent tout à fait dans l'époque de la composition. Alors, une orchestration qui est d'une couleur instrumentale relativement insuffisante par rapport à ce sujet, je dirais, mais qui se rattrape par un sens des contrastes très aigus. Alors, l'intensité aussi entre le pianissimo et le fortissimo, et même quelquefois on a l'impression qu'il y a des passages un petit peu longs qui se perdent dans le pianissimo qui devient quasiment inaudible, mais enfin ça c'est peut-être une question d'enregistrement. Alors le premier mouvement, dans sa partie centrale, et aussi donc le dernier mouvement, montre que Kerzengenberg est capable de manifester un lyrisme très intense à l'occasion de crescendo qui sont très bien sentis. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à ces deux symphonies. Alors le troisième mouvement, encore plus étonnant, Die Garten der Circe va nous révéler même une certaine dimension wagnérienne et des sonorités qui sont parfois hallucinantes, très riches harmoniquement. Alors voilà, je conseille cette symphonie malgré ses imperfections et malgré ses longueurs. Et en revanche, je ne vous conseillerai pas les symphonies 1 et 2 qui sont plus conventionnelles. Alors un autre compositeur que nous avons déjà rencontré dans Critique musicale, Politov Ivanov, Mikhail Mikhailovitch, 1859-1935, symphonie numéro 1, opus 46, datant de 1908. Alors, c'est une œuvre qui m'a beaucoup déçu par rapport aux compositions que je connaissais de ce compositeur, et notamment par rapport aux esquisses orchestrales. Alors, on peut dire que cette œuvre est quasiment l'opposé des esquisses orchestrales. C'est une symphonie très pâle, une orchestration très homogène, sans couleur instrumentale notable, qui présente peu de contrastes, des crescendo parfois qui sont très étouffés, sans aucune emphase lyrique, rien qui puisse vraiment accrocher l'auditeur à ce qu'il me semble. Alors, il faut concéder tout de même sur le plan thématique l'existence d'une véritable thématique. Il y a des motifs donc très bien reconnaissables, mais qui sont tellement peu saillants à mon avis. Le scherzo pourrait présenter une partie intéressante, le thème principal, mais il y a une partie centrale en moderato qui n'a pas de caractère vraiment, et ce qui est donc très, très dommageable. Alors c'est la même chose pour la finale, qui a aussi un thème principal intéressant, qui pourrait relever l'intérêt, mais l'ensemble finalement donc n'émerge pas. Nous en arrivons à Madetoja Lehevi, 1887-1947, symphonie opus 35 datant de 1918. Alors par rapport à la symphonie 1 que nous considérons à l'issue, cette deuxième symphonie nous révèle une dimension supérieure du compositeur, à mon avis une ampleur, un pathétisme, un lyrisme très puissant. Alors le style de la musique nordique apparaît nettement et l'on y trouve cette fascination si spécifique qui est exprimée par la musique de Sibelius. Néanmoins, il me semble que Madetoja, malgré ses prouesses symphoniques, malgré la complication thématique qu'il atteint, eh bien, ne parvient pas à la pureté de l'inspiration de Sibelius, ni même à sa plénitude. Alors c'est une exploitation presque dans le sens du baroque que réalise le compositeur par rapport au style nordique propre à Sibelius, et notamment tel qu'on pouvait le rencontrer dans sa lumineuse première symphonie. Et il faut le dire à propos de Sibelius, eh bien, toutes ces symphonies ne présentent pas un intérêt supérieur, et même, je dirais, loin de là.
hein. Au contraire de ces poèmes symphoniques, disons que la première symphonie fait exception. Alors revenons à Madetoja. Il atteint une dimension lyrique même très élevée à l'occasion de très amples crescendo développés d'une manière symphonique, donc avec beaucoup de magnificence. Et son traitement de l'orchestre dans le dernier mouvement rapide est peut-être le registre où il dépasse Sibelius, alors qu'il lui est certainement inférieur dans les autres registres. Et notamment, il lui est inférieur, me semble-t-il, dans l'exploitation de la lenteur et du rhapsodisme, notamment les longues tenues au cuivre, le tympani, notamment dans la nuance pianissimo. Et ici, dans ce mouvement rapide, eh bien, Madetoja va donner toute son ampleur et tout l'intérêt qu'il peut tirer des développements symphoniques, de la complication symphonique qu'il est capable d'atteindre. Donc au final, eh bien, c'est une symphonie, même, je dirais, une très grande symphonie qui fait partie des meilleures du genre. Nous passons à la première symphonie du même compositeur, Madetoja Levi. Alors c'est une symphonie qui témoigne d'un certain déploiement orchestral, néanmoins moindre que la seconde, mais c'est une symphonie qui me paraît beaucoup plus disparate sur le plan thématique. Alors l'œuvre commence par une ouverture qui est plutôt primetière, sans pathétique ni lyrisme, ni sans rhapsodisme, rien qui évoque vraiment l'école finnoise. Et suivent dans le premier et le second mouvement des passages qui sont plus rhapsodiques et qui pourraient cette fois évoquer beaucoup plus Sibelius, cependant sans jamais atteindre le mystère qui est propre à ce compositeur. Alors, le début du deuxième mouvement, de style plus rhapsodique, est la partie la plus réussie à mon avis. Un mouvement d'amplification appuyé par le tympani notamment, et le troisième mouvement également atteint un grand lyrisme sur un tempo rapide, donc c'est une succession assez étourdissante de courts motifs qui sont superbement agencés, mais de nombreux passages vides, malheureusement, doivent être déplorés, notamment les passages où les flûtes interviennent sans fond orchestral. Là, on retiendra que Madetoja s'exprime beaucoup par un développement orchestral très touffu et très important. Alors, nous en arrivons à l'œuvre revisitée. C'est un duo pour flûte et piano d'Otar Taktakishvili, sonate C majeur. Alors une grande œuvre, même une très grande œuvre, que cette sonate, donc au-delà de l'expressionnisme, eh bien, le compositeur revient aux fondamentaux de la musique, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est purement classique, mais où les harmonies nouvelles vont tout de même s'inscrire d'une manière plus discrète que dans ses œuvres comme ses concertos. Alors en particulier son premier concerto pour violon, qui est une œuvre absolument magistrale qu'il faut absolument découvrir, et ses concertos pour piano, hein, notamment le 1. Alors c'est certainement dans le troisième mouvement que le compositeur affirme toute sa verve en recourant sans complexe à une virtuosité qui peut rappeler les grandes heures du romantisme, et en particulier le thème central où va s'exprimer la fibre rhapsodique, qui est à mon avis le meilleur de toute l'œuvre, et j'ai accordé à ce mouvement 4 étoiles. Donc une œuvre qu'il faut absolument découvrir. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.